Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Processus de paix en Afghanistan, Kaboul accueillera la deuxième série de pourparlers de paix la semaine prochaine. Crise en Syrie, l'opposition syrienne exige la fin des bombardements étrangers avant toute discussion de paix. Réforme militaire en Chine, 15 nouvelles agences composent maintenant l'armée populaire de libération. Chute des indices boursiers d'évaluation du yuan, l'économie chinoise fait face à plusieurs défis en ce début d'année 2016. Au football, le trophée du meilleur joueur du monde a été attribué à l'avant-centre du FC Barcelone, Lionel Messi. Nous ouvrons ce journal avec le processus de paix en Afghanistan. Le ministère afghan des Affaires étrangères fait savoir que la deuxième série de pourparlers de paix à 4 aura lieu le 18 janvier à Kaboul. La commission de coordination quadrilatérale dont fait partie l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et la Chine devrait discuter d'une feuille de route permettant la progression du processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Lundi, de hauts responsables de cette même commission s'étaient réunis pour une première série de pourparlers dans la capitale pakistanaise Islamabad. Ils avaient comme ambition de préparer le terrain aux négociations de paix. Ils souhaitaient alors persuader les talibans de participer à la rencontre et les convaincre de renoncer à la violence. Alors que le combat contre les insurgés talibans s'intensifie, des délégués venus d'Afghanistan, du Pakistan, de Chine et des États-Unis se sont entretenus lundi dans la capitale pakistanaise pour ressusciter un processus de paix afghan au point mort et pour mettre fin à près de 15 ans d'une guerre meurtrière. Les représentants du Pakistan ont affirmé que le but premier de la réunion devait être de convaincre les talibans de venir à la table des négociations et de penser à abandonner l'usage de la violence. Un ancien haut représentant des talibans et résident à Kaboul, la capitale afghane, a exprimé concernant les nouveaux pourparlers de paix. Ces pourparlers de paix donnent de l'espoir. Dans le passé, les talibans n'avaient pas de représentants spécifiques pour participer aux discussions et ils ne montraient pas la volonté de trouver des solutions politiques. Certains cercles au sein du gouvernement afghan ne voulaient pas non plus que les talibans participent aux discussions. Dans le passé, la motivation pour des pourparlers de paix était très faible, mais aujourd'hui, la situation a changé. Les États-Unis et le Pakistan semblent prêts au dialogue et les États-Unis ont réalisé que la confrontation militaire n'était pas une solution. Ils doivent trouver une solution politique pour mettre fin à la guerre en Afghanistan. L'Afghanistan a immensément besoin de paix, car sans paix, on ne peut rien faire. Nous espérons donc bénéficier d'une paix durable dans le pays, car sans paix, il n'y a pas de vie. Au Moyen-Orient, le haut représentant des groupes syriens d'opposition, Riyad Hijab, également ex-premier ministre, a déclaré lundi qu'il ne pourrait y avoir de pourparlers de paix tant que des forces étrangères bombardent le pays. Des déclarations faites à la suite d'une rencontre à Paris lundi avec le président français François Hollande. Cette visite en France se déroule 2 semaines avant les pourparlers de paix soutenus par l'ONU qui visent à mettre un terme au conflit en Syrie. Riyad Hijab a affirmé que les groupes d'opposition souhaitaient négocier, mais à certaines conditions. Il a évoqué un massacre à Alep, dans le nord-ouest du pays, faisant état de bombardements russes sur 3 écoles qui se sont soldés par la mort de 35 enfants. Moscou, un ardent défendeur du président syrien Bachar al-Assad, avait débuté en septembre une campagne de frappes aériennes. Le Kremlin assure prendre pour cible le groupe État islamique ainsi que d'autres terroristes dans la région. Médecins sans frontières a suspendu une opération de sauvetage de migrants venant d'Afrique en mer Méditerranée. L'organisation déclare avoir sauvé quelques 20 000 personnes au cours de ces derniers mois, mais la mer est bien trop dangereuse en hiver pour poursuivre les opérations. Le périple est de plus en plus risqué alors que l'hiver s'intensifie. Médecins sans frontières a mené des opérations cruciales de recherche et de sauvetage pour éviter la noyade à de nombreuses personnes quand leur embarcation de fortune a chaviré. Mais en raison du déchaînement des mers,
Ils ont dû interrompre leur mission sur le trajet Libye-Italie, qui a été celui emprunté par les migrants africains pour atteindre les côtes de l'Union européenne. Nous avons vu trop de gens mourir en tentant de franchir la Méditerranée depuis la Libye, pour tenter en général de gagner l'Europe. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de plutôt inhabituel pour MSF, d'entamer des opérations de recherche et de sauvetage. Désormais, nous sommes arrivés en fin d'année avec cette période hivernale et ces conditions météo, vous avez moins de gens qui effectuent la traversée. L'opération a débuté en mai 2015 et permis de sauver près de 20 000 personnes. De nombreux réfugiés et migrants empruntent désormais une route plus sûre des côtes turques vers les îles grecques, où le franchissement n'est que de quelques kilomètres. MSF insiste que fournir des canaux légaux de migration vers l'Europe est la seule manière d'éviter toutes ces vies perdues en mer. L'agence frontalière européenne Frontex est désormais la seule responsable pour la coordination des opérations de sauvetage en Méditerranée, grâce au recours aux capacités navales des États membres de l'Union européenne. Un travail salué par les organisations d'aide qui indiquent que le support financier doit se poursuivre. Il est vital que ces ressources ne décroissent pas et aussi qu'une solution sur le long terme soit trouvée en se posant les bonnes questions. Nous devons établir une procédure améliorée dans la gestion de ceux qui arrivent, de même qu'en établissant leur vulnérabilité s'il s'agit de femmes ou d'enfants. Ceux qui sont confrontés à la violence, autant d'éléments devant être mis en place. Il ne faut pas oublier les inquiétudes sécuritaires croissantes. Plus de 3 700 personnes sont mortes en tentant de franchir la mer vers l'Europe en 2015. Et quand l'hiver touchera à sa fin, le flux de personnes devrait croître de nouveau et la pression sera sur les gouvernements européens afin de garantir que moins de personnes se noient dans les eaux en 2016. En Europe toujours, les autorités allemandes ont annoncé qu'au moins 19 personnes font l'objet d'une enquête relative aux agressions perpétrées à Cologne lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. D'après les responsables, la majorité des suspects sont récemment arrivés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 plaintes qui ont été déposées auprès de la police de Cologne. Toutes sont liées aux événements ayant eu lieu le 31 décembre à proximité de la principale cathédrale de la ville. La moitié de ces plaintes portent sur des agressions sexuelles et 2 d'entre elles ont été déposées pour viol. Il s'agit d'un incident qui bouleverse tout ministre de l'Intérieur. J'ai beaucoup pensé à ces femmes sans protection qui ont été salies à la merci de ces bandes d'hommes. Cela m'a choqué et indigné. Ralph Jäger déclare que 19 personnes font l'objet d'une enquête, parmi lesquelles 14 viennent du Maroc ou d'Algérie. Sur ces 19 suspects, 10 se déclarent être demandeurs d'asile. Quant aux 9 autres, ils séjourneraient illégalement en Allemagne. L'Allemagne, la plus grande nation européenne, a accueilli l'an dernier plus d'1 million de migrants. Les révélations faisant état de la participation de certains d'entre eux aux récentes agressions ont provoqué ce week-end la réaction de manifestants qui leur sont opposés. La police a dû faire usage de canons à eau pour les disperser. Dans d'autres incidents, les autorités policières ont fait savoir que des bandes avaient attaqué et blessé au moins 11 étrangers venus du Pakistan, de Syrie et de Guinée. Des responsables fédéraux allemands ont condamné ce qu'ils qualifient d'opération de représailles. Le gouvernement allemand s'oppose à toute forme de violence perpétrée contre des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Nous poursuivons les discussions autour de possibles conséquences pénales et politiques à la suite des crimes constatés à Cologne lors de la Saint-Sylvestre. Cependant, aucun argument ne peut justifier de telles réactions. Mais un tiers des Allemands déclarent que leur opinion sur les étrangers s'est aggravée depuis ces attaques. Dans ce dernier sondage, on apprend aussi que plus de la moitié des citoyens craignent que l'arrivée de réfugiés augmente les risques de délit. Du côté politique, on constate une certaine violence, certains exigeant le départ de la chancelière Angela Merkel, première femme au pouvoir dans le pays et en poste depuis une dizaine d'années. Même si Angela Merkel s'est déclarée favorable à l'extradition des migrants coupables de crimes, elle ne s'est pas prononcée sur son refus de plafonner le nombre de migrants autorisés à entrer sur le sol germanique. La dirigeante insiste toujours sur le fait qu'il appartient à l'Europe de parvenir à une solution commune sur la crise des migrants. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition et c'est maintenant l'heure de la rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Jonathan Messina. Jonathan, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, s'il vous plaît? Bien sûr, alors je vous propose aujourd'hui de commencer par parler des réformes militaires qui visent à moderniser l'armée chinoise.
Les pouvoirs et fonctions des 4 sièges militaires d'origine sont maintenant répartis en 15 nouvelles agences dépendantes de la Commission centrale militaire. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cette réorganisation est le résultat remarquable des réformes militaires chinoises. La Chine a réorganisé ses 4 sièges militaires, à savoir celui du personnel, des politiques, de la logistique et celui de l'armement. Ils sont aujourd'hui divisés en 15 agences supervisées par la Commission centrale militaire. Le dirigeant chinois a qualifié ce remaniement de percée et d'étape cruciale avant l'accession à une armée plus forte. Il a encouragé les responsables militaires à suivre le pouvoir absolu du Parti communiste chinois sur les forces armées. Il a insisté sur le fait que les responsables doivent adhérer à l'esprit du parti, se soumettre à la politique disciplinaire, tout en étant, je cite, politiquement intelligents, en faisant preuve de confiance politique et de position politique adaptée. Il a ajouté que les responsables militaires doivent accentuer leur vigilance politique et améliorer leur discernement du bien et du mal vis-à-vis des questions politiques. Par ailleurs, Xi Jinping a exhorté les organes de la Commission centrale militaire à mettre l'accent sur les guerres gagnées et à renforcer la préparation à la guerre en tout temps. Le dirigeant chinois les a orientés pour qu'ils s'adaptent au changement du système de commandement conjoint. Xi Jinping a demandé aux responsables des organes d'imposer une stricte discipline tout en montrant l'exemple à l'ensemble des soldats et de préciser que les responsables des organes de la Commission centrale militaire doivent adopter une position ferme contre la corruption et retenir les leçons des cas de corruption de Guo Boxiong et Xu Xiaohou, respectivement ex- et vice-présidents de la Commission centrale militaire. La réorganisation du quartier général des forces armées fait partie des réformes que l'armée chinoise entreprend. Au début du mois, la commission militaire centrale a rendu publique une déclaration importante révélant les orientations de ce processus et a souligné sa détermination à réaliser ces réformes. Le message central est le renforcement du leadership de l'armée qui va abandonner son système de gestion basé sur le territoire en place depuis plusieurs décennies, à un commandement conjoint qui permettra d'améliorer les capacités globales de l'armée. Les directives pour les plans de réforme militaire de la Chine ont été annoncées en novembre alors que le président Xi Jinping a juré une percée dans les réformes d'ici 2020. La Chine a décidé de réduire de 300 000 hommes son contingent militaire et conservera quelques 2 millions de militaires. La Chine veut construire un système militaire moderne qui peut potentiellement gagner une guerre basée sur l'information. L'attention est portée sur la lutte anti-corruption. La réunion de 3 jours de la Commission centrale pour l'inspection de la discipline, ou CCID, débute aujourd'hui. Le président chinois Xi Jinping avait déjà souligné qu'en vertu de la loi, nul ne peut compter sur une protection extrajudiciaire. En vertu de ces directives, l'organe de surveillance du pays a évincé des responsables corrompus à tous les niveaux, allant des mouches au tigre, pour reprendre l'expression chinoise, et ce depuis que l'actuelle direction du pays est entrée en fonction en 2012 et déclaré une lutte sans merci à la corruption. La commission centrale de l'inspection de la discipline a été des plus occupées en 2015. Selon la CCID, des enquêtes ont été conduites sur 37 responsables gouvernementaux en 2015. Parmi eux, 10 venaient du gouvernement central et 9 d'entreprises d'État administrées par le gouvernement, originaires de 31 provinces, municipalités et régions. Aux côtés de l'accroissement de la surveillance disciplinaire, le renforcement progressif de la supervision et de l'opinion publique, les effets de dissuasion se sont fait sentir. Désormais, certaines personnes qui sont au courant d'actes contraires à la discipline en font un rapport auprès des organes disciplinaires. Et ce phénomène croît. L'atmosphère sociale anticorruption prend forme. L'organe de surveillance a été très occupé à débusquer les officiels corrompus qui se cachaient à l'étranger. La Chine a pu aboutir à des dizaines de traités d'extradition avec d'autres pays. Plus de 850 fugitifs suspectés de crimes économiques ont été extradés de plus de 70 pays à la suite d'opérations transactionnelles permettant à la police de récupérer 1,2 milliard de yuan. Et cela concerne près de 200 membres du parti et du gouvernement. La CCID a élargi la coopération avec les départements anticorruption de près de 90 pays et régions. Et tous sont certains que l'étranger ne sera plus un havre de paix pour les officiels corrompus. Où ira l'économie chinoise en 2016? C'est la question que se posent tous les investisseurs. Plusieurs d'entre eux ont bon espoir que les choses se redressent, tandis que d'autres pensent que plusieurs défis vont compliquer les choses.
Plusieurs experts ont d'ailleurs profité d'une rencontre à New York pour discuter de la situation. Reportage. Un groupe d'observateurs de la Chine discute de ce qui attend la deuxième plus grande économie du monde en 2016 dans un gratte-ciel de Manhattan. Les estimations de la croissance en Chine varient de façon significative selon les sources. Mais selon Justin Yifulin, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, la croissance en Chine va atteindre les cibles gouvernementales de 6,5% cette année. Il s'agit d'une baisse importante par rapport au niveau atteint il y a seulement de cela quelques années, mais M. Lin estime que cela ne devrait pas décourager les investisseurs. Même à 6,5%, la Chine contribue à environ 30% de la croissance mondiale et je pense que la Chine est un marché en expansion rapide. Je pense que les investisseurs seront alors heureux de profiter de son potentiel. Mais avec la dépréciation du yuan, la Chine fait face à une fuite de capitaux record. M. Lin estime que les taux d'intérêt aux États-Unis, qui devraient grimper cet été, pourraient contribuer à compliquer la situation. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis va certainement contribuer à favoriser la fuite de certains capitaux dans les pays en développement et cela va exercer une pression à la baisse sur le développement de ces pays. Les marchés boursiers chinois, qui ont été interrompus 2 fois en pleine séance lors de la première semaine d'activité, ont suscité une vague d'inquiétude dans le monde entier. Mais on ne s'attend pas à ce que cette situation ait un grand impact sur la Chine parce que les sommes investies sont relativement modestes en comparaison au reste de l'économie. Même si on peut sentir beaucoup d'instabilité dans les marchés, ils n'auront pas un grand impact sur l'économie si cette instabilité est contrôlée et que la situation ne s'étend pas au marché financier. Pour d'autres, le plus gros problème de la Chine, ce n'est pas tant les chiffres et les cibles de croissance, mais c'est plutôt un problème de qualité de vie. Le problème de la pollution touche tout le monde. Cela touche les dirigeants, cela touche les riches et les pauvres. Cela affecte aussi les travailleurs migrants. Personne ne peut se sauver de la pollution. La Chine fait face à de nombreux défis en ce début d'année 2016. Mais la plupart des experts croient que l'économie devrait amorcer une transition qui devrait réduire la dépendance du pays aux exportations et miser davantage sur la consommation. Cinéma maintenant. Habituellement, c'est Hollywood qui distribue ses superproductions en Chine. Cependant, avec le développement de l'industrie cinématographique chinoise, la Chine tend de plus en plus à produire des films visant le marché américain. Le chiffre des recettes en Chine a atteint un nouveau record en 2015, avec un nombre de tickets vendus totalisant près de 7 milliards de dollars. Tout ceci sans inclure la sortie du dernier Star Wars, Le Réveil de la Force, qui est diffusé en Chine depuis samedi dernier. La Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus gros marché de films au monde aux alentours de 2017, stimulé par le rapide développement des salles de cinéma dans le pays. Une vingtaine de nouveaux écrans environ sortent en effet chaque jour. Il n'est donc pas étonnant de voir Hollywood aussi intéressé par la Chine. Lorsque la commission d'un studio décide de dépenser 200 millions de dollars pour faire un film, le fait qu'il soit diffusé ou non en Chine fait souvent la différence entre un échec et un succès. Sur la dizaine de conversations que j'ai eues avec des producteurs et des commerciaux lors de ces 2 dernières semaines, 6 d'entre eux m'ont demandé de leur apporter un projet pour la Chine. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un projet pour la Chine. Laurent Selick a produit des films à succès tels que Du sang et des larmes ou Everest. Sa stratégie pour la Chine est de construire des partenariats plutôt que de se jeter aveuglément à l'assaut du marché. Nous avons l'habitude de faire de grands films, de grosses productions et lorsque nous les envoyons en Chine, que les spectateurs disent oui, nous aimons cela. Mais cela ne fonctionne pas toujours de cette manière et je pense qu'il est important pour un producteur, un directeur ou quiconque intéressé par faire des films pour le marché chinois, d'avoir un bon partenaire ou de bons conseils sur ce qu'il peut faire. Mais l'industrie cinématographique n'est pas seulement réservée à Hollywood. La Chine consacre également beaucoup d'efforts pour devenir un acteur important au niveau mondial. Le Vision Pictures mise ainsi beaucoup sur la réalisation de films pour le marché international. La Grande Muraille, dont la sortie est prévue fin 2016, dotée d'un budget de 150 millions de dollars, compte comme acteurs principaux Matt Damon et Andy Lau, avec le célèbre réalisateur Zhang Yimou aux manettes. À mon avis, au cours des 5 prochaines années, en raison du développement du marché chinois, vous verrez beaucoup plus de films chinois diffusés sur le marché nord-américain, car ce grand marché permet d'assurer vos arrières.
L'intérêt de la Chine pour le secteur américain du divertissement se renforce encore avec l'imminente acquisition d'une part majoritaire d'un studio américain, Legendary Entertainment, par Dalian Wanda Group. Cet accord constituerait la deuxième acquisition majeure de la compagnie aux États-Unis. En 2012, Dalian Wanda avait acheté AMC, la deuxième chaîne de distribution de films aux États-Unis, pour un montant de plus de 2 milliards de dollars. Et c'est la fin d'aujourd'hui la Chine. Retour au plateau avec Elsa. Merci Jonathan. Savez-vous qui a gagné le Ballon d'Or cette année? Ah, dites-moi, je ne sais pas. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Car le trophée du meilleur joueur du monde a été attribué à l'avant-centre du FC Barcelone, Lionel Messi. L'Argentin a reçu le 5e Ballon d'Or de sa carrière, devançant le Portugais Cristiano Ronaldo, lauréat les 2 années précédentes. Le coéquipier de Messi à Barcelone, le Brésilien Neymar, termine à la 3e marche du podium. James Nesbitt présentait cet événement de gala à Zurich et a même pris la pause le temps d'un selfie avec les nominés masculins et féminins au trophée FIFA. L'ancien joueur de l'année, le Brésilien Kaká, a ensuite lu le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2015. Il s'agissait de l'incomparable Lionel Messi. L'Argentin a reçu environ 41% du total des votes, parmi un choix de 23 candidats. Cristiano Ronaldo a reçu près de 28% des voix, tandis que Neymar a reçu autour des 8%. Messi est ensuite monté sur scène pour recevoir son trophée des mains de Kaká, mettant ainsi fin aux 2 années de règne de son grand rival Ronaldo en tant que meilleur footballeur de l'année. C'est un moment très spécial pour moi de revenir sur cette scène et de remporter un nouveau Ballon d'Or. Après avoir vu Cristiano Ronaldo remporter ce trophée lors de ces 2 dernières années, c'est incroyable de réaliser qu'il s'agit de mon 5e. Lionel Messi est un habitué des honneurs. L'avant-centre argentin a ainsi été nommé meilleur joueur FIFA de l'année de 2009 à 2012. Ronaldo a ensuite remporté les 2 éditions successives, mais Messi a finalement réussi à battre de nouveau son rival portugais pour devenir le premier joueur à remporter le trophée 5 fois. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. C'est Zhao Jodin et Jonathan que vous aurez le plaisir de retrouver pour les prochaines éditions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.